Bonjour à toutes et à tous et un grand merci de renouveler l'invitation pour intervenir devant vous. L'année dernière, je vous avais parlé de mon président. Je ne suis que directeur général. Je suis dans une organisation agricole et mon président est un agriculteur qui est éleveur en Normandie. Il s'appelle Sébastien Wilson. Je vais me mettre dans l'axe. Voilà. Qui est agriculteur éleveur en Normandie et qui, sur son exploitation agricole, a jusqu'à 30 sources de données différentes. Son tracteur, sa station météo, son dossier télépac, etc. Je vous ai expliqué ce qu'il vivait au quotidien. Je vous avais aussi expliqué que l'un des problèmes des agriculteurs, c'était qu'ils ne savaient pas ce que leurs données devenaient. L'exemple d'un robot de traite, par exemple, qui voit ses données générées sur le plateau de Corrèze, qui vont être stockées sur un serveur en Allemagne, traitées par de l'IA, par une start-up israélienne, dont les résultats vont être envoyés chez un labo vétérinaire aux États-Unis pour pouvoir alimenter son rapport RSE, par exemple, alors même que le même éleveur n'a pas la possibilité de récupérer ces données pour les partager avec son conseiller en élevage du canton d'à côté. Premier élément. Deuxième élément, la moissonneuse-batteuse qui génère de la donnée. Et le seul moyen qu'a un agriculteur pour pouvoir l'empêcher est de mettre un papier alu sur son transmetteur GPS afin d'éviter que les données soient générées, etc., etc. Tous ces éléments-là, je vous en ai parlé l'année dernière, je ne vais pas y revenir. Je vais vous expliquer ce qui a changé depuis un an et voir surtout comment on est passé de la théorie à la pratique. Et surtout, dire comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à faire partager les enjeux de la data avec des exploitants agricoles. L'agriculteur est avant tout un technophile, mais d'une technologie qui fonctionne et qui lui permet d'améliorer son revenu. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise agricole est passée par là en début d'année. Les moissons ont été catastrophiques cet été, les vendanges également à cause d'événements de grêle très importants. Et on est en pleine fièvre catarrhale sur les élevages. Donc les situations sur l'exploitation agricole sont catastrophiques, principalement liées au changement climatique, à certaines évolutions sur les intrants qui deviennent de moins en moins disponibles pour permettre à l'agriculteur de gérer les risques. Et le seul moyen de pouvoir gérer les risques afin de lui assurer un revenu, c'est la data. Donc je vais vous parler des cas d'usage, et derrière, voir comment est-ce qu'une infrastructure comme Agdatub a dû traverser un certain nombre d'éléments et les challenges que nous avons en face aujourd'hui. Premier élément, pour qu'un agriculteur puisse utiliser de la donnée, il faut qu'il améliore son revenu. Pour améliorer son revenu, c'est simple, hein, la base de l'économie, c'est gagner plus en valorisant l'origine de ses productions. Je pense que Arnaud en parlera tout à l'heure sur son expérience agricole, mais également travailler sur des crédits carbone, sur de l'amélioration sur les transitions écologiques, sur les services environnementaux qu'une exploitation agricole rend sur son territoire. Ensuite, de pouvoir diminuer l'usage de ces intrants, faire des économies sur les différents usages ou être plus autosuffisant sur son exploitation agricole pour dépenser moins. Et enfin, passer moins de temps derrière son bureau, à savoir gérer son temps de travail et ses collaborateurs. Voilà. Quand vous améliorez votre chiffre d'affaires, vous baissez vos charges et vous passez moins de temps devant votre bureau, vous gagnez mieux votre vie. Donc pour faire ça, la donnée est fondamentale pour pouvoir permettre de piloter son exploitation agricole. Le seul problème, c'est que l'agriculteur doit être à la fois agronome, doit être économiste, expert légal, expert juridique, mais également expert numérique. Et c'est pour ces raisons-là que la profession agricole a souhaité mutualiser la mise en place d'une infrastructure comme Agdatub. Agdatub, qu'est-ce que c'est? C'était le pari et la vision d'élus agricoles du syndicalisme il y a 10 ans, qui se sont dit aujourd'hui, nos données sont utilisées par des tiers pour pouvoir récupérer de la valeur de leur côté, et cette valeur quitte l'exploitation agricole. Et donc, l'objectif est de pouvoir permettre d'interconnecter les 400 000 exploitations agricoles avec leurs 85 000 partenaires en amont et en aval. Il y a 5 ans, Agdatub a été créé par la profession agricole, soutenu par le gouvernement français, par France 2030 et la Caisse des dépôts et consignations,
justement pour pouvoir avancer et déployer cette infrastructure. Nous sommes la première infrastructure dans laquelle la Caisse des dépôts a investi. Première infrastructure labellisée Gaia-X au niveau européen, on y reviendra. Première infrastructure qui avons été déployées selon les nouveaux critères du Data Governance Act en tant qu'intermédiaire de données régulé par l'ARCEP. Et je vais m'arrêter 2 minutes sur l'un des sujets qui a évolué depuis 1 an. On a beaucoup parlé depuis ce matin sur la protection des données personnelles, qui est important à travers la mise en place du RGPD. Moi, je vais vous parler des données non personnelles, qui représentent 80% des données générées sur le web, et qu'il convient de sécuriser également. La mise en place des 4 règlements importants durant le dernier mandat de la Commission européenne sur le numérique touche principalement les données non personnelles, notamment le Data Governance Act et le Data Act pour les objets connectés. L'objectif de la Commission, lors de son dernier mandat, a été non pas d'aller contre les GAFAM, mais le pari est de saucissonner la filière de la donnée. Quand on prend la filière agroalimentaire, on parle de production, de commercialisation, de transformation, de distribution et de consommation. Le vrai enjeu est la répartition de la valeur dans ces différents maillons et le débat entre distributeurs et transformateurs. On le voit comme les marronniers durant l'été, tout en début d'année, sur les négociations commerciales entre distributeurs et transformateurs. Eh bien nous, on dit, dans la filière data, vous avez ceux qui collectent, ceux qui stockent, ceux qui échangent, ceux qui traitent et ceux qui consomment la donnée. Et le pari de la Commission, c'est de dire on saucissonne et on crée des conditions de marché pour permettre à des acteurs européens et français de pouvoir se battre sur ces différents segments. Et donc, moi, je vais m'arrêter sur le créneau de l'échange de données, à savoir comment sécuriser les données des exploitations agricoles qui veulent les partager en gardant le contrôle, la souveraineté sur leurs données, afin de permettre de partager leurs données avec leurs coopératives, leurs industriels, leurs chambres d'agriculture, voire les startups d'innovation, et derrière de pouvoir apporter donc et contribuer à l'amélioration du revenu de l'agriculteur. Mais pour faire ça, il faut une infrastructure, il faut des tuyaux, il faut une identité numérique sécurisée, qui permet de garantir que c'est bien l'agriculteur qui est derrière son écran et qui, sur son tracteur, puisse valider son consentement ou l'autorisation sur l'usage de sa donnée afin de pouvoir les partager avec ses partenaires. C'est tout ça que nous faisons. Nous le faisons avec des technologies françaises qui existent. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble des technologies existent en France pour pouvoir être souverain. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Ce sont des sociétés qui sont à la fois des startups innovantes, comme la société Dawex, ou des groupes industriels comme Orange ou l'Imprimerie nationale, par exemple, qui permettent d'apporter des modules technologiques souverains. L'Imprimerie nationale, c'est l'une des plus anciennes entreprises françaises, 500 ans. Gutenberg, etc. D'accord ? Donc on est sur des fondamentaux souverains et qui nous permettent de pouvoir exercer une activité soumise à une régulation européenne. Et on peut le dire, parce que c'est rarement le cas, mais en tout cas ici, le statut d'intermédiaire de données qui est inscrit au Data Governance Act est clé. Tellement que l'ensemble des GAFAM se battent contre, puisque c'est un moyen et une pointe dans leur système, puisque la vision des GAFAM est de dire les intermédiaires de données servent à rien, mettez toutes les données chez moi et je vous collecte, stocke, échange et traite vos données, et éventuellement les exploite, mais ça ils ne le disent pas. Donc nous, l'objectif est bien en Europe et au niveau agricole de pouvoir créer les conditions d'intermédiation de ces données. Ces données, cette activité est définie au niveau européen, régulée en France par l'ARCEP. Et là, je reviens sur le débat précédent. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait de dire qu'il y a des réglementations. Mais pour que ces réglementations fonctionnent, il faut déjà un peu de pédagogie. C'est ce qui est en cours, notamment avec l'ARCEP, mais également des sanctions. Et les sanctions prévues, c'est peut-être le pénal, mais également taper au portefeuille. Et la sanction prévue pour non-respect de ces règlements peuvent aller jusqu'à 3 à 6% du chiffre d'affaires mondial
des acteurs qui appliquent ça. Encore faut-il qu'il y ait des acteurs qui déposent des procédures, ouvrent les procédures et prennent le temps de les instruire dans la durée. En tout cas, les outils juridiques existent, les technologies existent pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. De plus, ce que nous vivons dans le secteur agricole est également une réalité dans d'autres secteurs économiques. J'ai l'honneur de présider l'association pour l'intermédiation de données créée l'année dernière. Une dizaine d'autres secteurs économiques, comme le monde des aéroports, le monde de la mobilité, des logements, etc. Et là, on en arrive à la dernière partie de mon intervention sur l'avenir de cette activité d'infrastructure de partage de données, le temps et les modèles économiques associés. Après 5 ans d'exercice, je peux vous dire que l'activité concurrentielle dans laquelle les pouvoirs publics ou les financeurs publics nous ont mises ne fonctionne pas. Pour pouvoir mettre en place une infrastructure de partage de données, et le rapport de Laura Le Tourneau, publié la semaine dernière par les think tanks Terra Nova et Digital New Deal, le confirme, nous disent, pour mettre en place une infrastructure, il faut 10 ans. 3 ans pour construire, 3 ans pour le scale-up, et 3 ans pour pouvoir développer les cas d'usage qui vont bien. C'est le planning de la Commission européenne sur le Digital Decade, qui disent qu'en 2020 à 2030, l'économie de la donnée non personnelle deviendra une réalité. Une fois qu'on a dit ça, quelle est l'alternative pour pouvoir mettre en place ces infrastructures? Vous avez tous l'habitude, dans votre logement, dans votre entreprise, eh bien, d'être connecté au réseau d'eau, d'être connecté au réseau d'électricité. Vous le voyez avec une petite redevance en bas de votre facture sur la contribution au raccordement sur le réseau public de transport d'électricité, au réseau d'égout. Personne ne le voit. Personne n'en parle, c'est pas sexy. Mais quand vous avez un problème, eh bien vous êtes content d'avoir soit la collectivité ou le gestionnaire d'eau qui fonctionne, le réseau de transport d'électricité avec les techniciens et les égoutiers qui sont là pour déboucher les tuyaux. Eh bien nous disons que les infrastructures de partage de données, pour lequel nous n'avons pas le droit de stocker des données ou de traiter les données puisque cela nous est interdit au niveau européen, alors que c'est sur ces services-là que se font la majorité de la valeur ajoutée du numérique, il est important de rappeler l'importance de l'État sur la mise en place et le soutien de ces infrastructures de partage de données. Donc on est à un moment clé. Dans quelle case mettons-nous ces infrastructures de partage de données? Relèvent-elles du secteur concurrentiel? Certains libéraux pensent que oui. L'expérience concrète de la vie dans le secteur agricole et l'ensemble des secteurs disent que non. Le seul moyen pour pouvoir le déployer, il y en a deux. Soit vous avez un acteur industriel monopolistique qui a un intérêt à mettre en place un tel réseau pour pouvoir piloter ses sous-traitants, ses fournisseurs dans son intérêt propre. Prenons l'exemple d'Airbus, qui aujourd'hui est une réalité, est un champion de l'aérien. Airbus a intérêt à déployer ces infrastructures justement pour piloter l'ensemble de ses 40 000 fournisseurs. Les actionnaires d'Airbus sont les États. Donc on a certaines situations comme celle-là. D'autres acteurs sont pilotés par le privé. John Deere, pour le machinisme agricole, a un intérêt purement privé. Et dans le cadre du monde agricole, où des TPE comme le logement, le transport, la santé, qui relèvent de libéraux, de médecins libéraux, de TPE ou de PME, là, je constate devant vous que, à défaut d'acteurs privés ou publics qui sont dans les situations précédemment détaillées, on est en pleine carence de marché. Et c'est là où se pose la question vis-à-vis de l'État, de dire est-ce que l'État doit soutenir et créer les conditions de raccordement nécessaires à des TPE-PME pour sécuriser le partage des données, notamment pour des acteurs
ou des réseaux de TPE-PME qui représentent en France près de 80% du tissu économique dans les territoires. La question est ouverte. Je ne sais pas si je serai encore là l'année prochaine pour pouvoir y répondre, mais en tout cas, nous sommes face à une croisée des chemins dans un contexte gouvernemental et budgétaire que vous connaissez et pour lequel je n'ai pas la réponse. Donc nous espérons tous que le secteur agricole, qui aura une loi si l'Assemblée se réunit avec ce projet de loi à l'ordre du jour d'ici la fin de l'année, à défaut, il est quasiment sûr que les tracteurs seront sur la route et que la profession agricole fera valoir ses droits et ses attentes dans une situation de crise majeure. Merci de votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage crucial. Il ne vous a pas échappé que sur les petits goodies, comme on dit aujourd'hui, que je vous ai remis, j'ai fait figurer une citation très ancienne qui dit l'importance de nourrir les peuples, ce que vous faites, et d'associer cette notion à la souveraineté. On a 10 bonnes grosses minutes pour poser des questions à Sébastien Picarda. Y en a-t-il dans la salle, s'il vous plaît? Bonjour, Romuald Sobalski, Supplygraph. Je reviens sur l'exemple d'Airbus, Oui. qui pilote sa supply chain avec ses 40 000 fournisseurs. Venant de l'aéro, on voit qu'il y a deux choses qui sont intéressantes par rapport à ça, en particulier avec leur consortium Boost Aerospace. Ils ont réussi à connecter énormément de fournisseurs, mais pas tous. C'est-à-dire qu'on est principalement sur quelque chose qui est efficace pour des ETI ou des grands groupes. Dès qu'on arrive dans des petites sociétés, des petites PME, ou des TPE, on a des outils qui sont beaucoup trop lourds. Des fois, il y a plus de personnes qui sont nécessaires pour mettre en place l'outil que de personnes dans l'entreprise. La deuxième remarque, c'est on est aussi assez limité en termes de profondeur d'analyse. Quand vous êtes dans l'aéro, je ne sais pas comment c'est dans l'agro, mais dans l'aéro, vous avez entre 10 et 15 fournisseurs nécessaires pour faire une pièce. Un avion, c'est 20 millions de pièces. Et généralement, on arrive au rang 2, au rang 3, pas au rang 15. Donc, la question, elle est double. Elle est à la fois pour vous et à la fois pour les personnes qui étaient juste avant. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de normes ou de bonnes pratiques qui permettraient, et d'une, de faciliter la normalisation de l'échange de données, et deux, de le faire de façon sécurisée? Merci pour ces questions. Alors, j'ai eu l'honneur de pitcher pendant une journée. J'ai passé 6 heures devant près de 27 ingénieurs d'Airbus, consultants divers et variés, pour répondre à ces questions. Donc, je connais bien le projet. Et vous avez tout à fait raison sur ces questions-là. Je vais essayer de résoudre ça en 2 minutes par rapport aux 6 heures. La distinction entre TPE, PME et grands groupes est fondamentale. Vous avez raison. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les GAFAM visent. Les GAFAM visent des architectures techniques pour des grands groupes, d'accord, et gérer des interconnexions entre grands groupes avec des DSI, des RSSI, etc., très lourds, et ils vendent leur architecture. Mais ils oublient les 80% de TPE, PME, qui n'ont pas les capacités, soit financières ou humaines, pour pouvoir le faire. Donc ils ont un déficit d'attractivité pour des métiers comme les nôtres, ici, là-dessus. Dans le monde agricole, attirer un RSSI, sauf si vous êtes originaire de la Lozère ou de la Corrèze pour aller chez RHGT en Aveyron, c'est quand même compliqué. Donc la vraie question, c'est l'architecture technique qui est utilisée. Les GAFAM font le pari d'aller chercher là où il y a de la valeur, donc dans les grands groupes. Et c'est pour ça qu'on a une question du rôle de l'État pour pouvoir accompagner les TPE, parce que le fournisseur de rang 7 ou 8 d'Airbus, qui est dans un territoire rural en tant que tel, il n'a pas les moyens pour pouvoir développer ça. C'est pour ça que nous avons choisi des technologies qui sont adaptées en mutualisant une architecture de partage de données et qui permettent de faire remonter le maximum de contraintes à notre niveau pour permettre à un agriculteur de partager ses données avec son simple téléphone portable, avec l'ensemble en onboardé de l'identité numérique, de la gestion de ses autorisations, et derrière de pouvoir piloter et d'avoir une vraie tour de contrôle des autorisations de partage de données.
Donc il y a un vrai enjeu de compétences et d'architecture technique. Le deuxième élément, c'était... rappelez-moi la deuxième question. La deuxième partie, c'est est-ce que c'est possible, donc en normalisant ces échanges de données, de le faire de façon sécurisée? Oui, alors effectivement, c'est un point clé, hein, l'interopérabilité et la standardisation. Pour répondre à votre question, il y a 5 ans, c'était le bazar. Okay, tout le monde voulait faire son propre standard technologique. L'un financé par Microsoft, l'autre financé par la Commission européenne, d'autres acteurs industriels. Les choses se décantent. Maintenant, après les 4 mousquetaires, Gaia-X, IDSA, FiWare et DBVA, principalement pilotés par les Allemands, le débat est concentré au niveau du CENELEC, au niveau de l'instance de standardisation, qui développe un standard sur le Trusted Data Transaction, qui permet de standardiser ces échanges de données selon des standards européens et les valeurs européennes. Grâce à l'accord de Vienne, quand on bosse au niveau du CEN, ça passe au niveau ISO, et l'ISO, les Américains et les Chinois ne peuvent pas court-circuiter le niveau européen. Ça, c'est le côté standardisation. Et puis, le deuxième volet, l'objectif du standard, c'est de l'implémenter, que ce soit efficace. AgDataHub est coordinateur du consortium pour déployer le Data Space Agriculture au niveau européen avec 35 partenaires dans 22 États membres. Et nous faisons le pari que la mise en place de ces infrastructures doivent rester au niveau des États-nations, des États membres, et non pas d'une métastructure européenne. Et on s'appuie pour ce faire sur les standards d'interopérabilité Gaia-X avec les clearing house. C'est l'équivalent en fait des opérateurs télécoms. Quand vous êtes abonné par un opérateur français et que vous allez en vacances dans un autre État membre sur un autre opérateur, vous avez le roaming qui se met en place et nous faisons le pari que dans 3 à 5 ans, l'espace de données correspondra à la mise en réseau de ces plateformes et ce qui nous permettront de faire circuler la donnée en suivant la transaction de manière sécurisée dans l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup. J'ai écouté votre intervention avec beaucoup d'intérêt, d'autant que ce qui m'anime, moi, c'est la techno. Je suis ingénieur, je viens de l'informatique, et c'est la gastronomie et le terroir. Donc, ça m'intéresse énormément. Je pourrais vous poser plein de questions, ça va beaucoup animer, la valorisation de la data, comment on fait, les intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas gênant à un moment de se dire que ce que l'éleveur ou l'agriculteur, que le produit du travail de l'éleveur ou de l'agriculteur va avoir moins de valeur et va être moins tradé ou moins commercé que la donnée qui est produite elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un produit qui vaut 10, objectivement, et puis on va avoir un produit qui vaut 100 en termes de data, et l'impression qu'on perd son âme, véritablement, et je ne choisis pas ce mot au hasard, perdez votre âme. L'objet d'un agriculteur ou d'un éleveur, c'est une relation avec la terre, avec le produit, c'est pas de produire de la data. Et juste petite remarque supplémentaire, on est pleinement dans le sujet, souveraineté, gestion. Madame Revel, l'année dernière, disait gestion de ses dépendances stratégiques. D'abord, la gestion de ses besoins alimentaires, des besoins alimentaires d'une nation, encore en gros mots, nation, âme, nation, ça commence à faire beaucoup, mais le besoin élémentaire d'une nation, c'est l'alimentaire. Donc, il y a un moment, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une course furieuse venue d'ailleurs, qui est je vais produire de la valeur, je vais faire une finance et des produits financiers fictifs, virtuels, c'est aussi les mots alors que, effectivement, élevage, agriculture, un produit, le terroir, c'est là, mais c'est le fondamental de ce que vous faites. Alors, je pense qu'on pourra en discuter en tête-à-tête, mais en 30 secondes, vous avez raison, et c'est pour ça que le point clé dans la gestion de la data est de lutter contre la financiarisation de la data associée, et c'est de lier la production de data à la production alimentaire. Et donc aujourd'hui, en passant par des acteurs traditionnels de la filière, on s'appuie sur des contrats qu'on appelle des contrats liés, à savoir la matière première, plus la prime qualité ou environnementale, etc. Et le fait de délier ou de financiariser les données n'est pas la politique majoritaire
soutenue par les élus agricoles dans le cadre de ce que vous avez rappelé. Juste pour compléter, effectivement, c'est la data au profit et moyen ou accessoire de la production agricole ou de l'élevage, et pas moyen de l'aversion au risque du monde financier. C'est exactement l'enjeu, et c'est pour ça qu'ils souhaitent garder le contrôle sur leurs données, les piloter au mieux, et pour les raisons pour lesquelles ils ont investi dans AgDataHub. Merci. Est-ce que vous ne posez pas indirectement la question du droit à la déconnexion et du droit à l'usage? Autrement dit, j'achète ma moissonneuse-batteuse. Est-ce que je n'ai pas le droit... Bon, c'est un système complet et le fabricant vous indique peut-être ou pas, je ne sais pas, que la moissonneuse communique avec je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en place le droit à justement ne pas transmettre cette information et un autre droit qui est le droit à l'usage, donc de la récupérer parce qu'elle existe, pour la faire circuler comme on l'entend. Et là, ça met en jeu aussi la notion d'infrastructure essentielle, c'est-à-dire même si quelqu'un a construit quelque chose de privé, un réseau privé, etc., à un moment, c'est le cas des grands moteurs de recherche aux États-Unis, ou peu importe, cette infrastructure privée à la base devient d'un tel intérêt collectif qu'on instaure un droit d'accès auquel le créateur ne peut plus s'opposer. Oui. Oui, donc pour assurer, oui, c'est la base du Data Governance Act et Data Act qui crée les bases légales de ce droit d'usage, juste en faisant une distinction entre l'équilibre entre la protection intellectuelle, donc la télémétrie et l'intérieur, la protection de la valeur ou de l'actif du constructeur, et les données métiers qui sont générées par l'activité de l'agriculteur. Et c'est tout l'enjeu juridique et technologique que nous assurons.